Bonjour, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. À présent, les titres de votre journal. Ce jeudi, c'est le jour de l'Ascension. L'Ascension a lieu 40 jours après le dimanche de Pâques, jour de la résurrection. L'Église célèbre l'élévation du Christ. Jésus entre dans le ciel avec son corps. Nos reporters à Abidjan et à Bouaké ont visité quelques paroisses où les fidèles chrétiens ont fêté et prié. Vous le verrez dès le début de cette édition. Dans le cadre du programme social du gouvernement, les autorités ont entamé la réhabilitation de 21 000 pompes hydrauliques villageoises sur l'ensemble du territoire national. Hier, ce sont les populations de Bribo, dans le département de Daloa, qui étaient heureuses de recevoir le ministre Tchagba Laurent pour l'inauguration de leurs pompes. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou avait jusqu'à mercredi soir pour former une coalition de gouvernement et éviter de nouvelles élections législatives. Le Parlement a voté hier pour sa propre dissolution, moins de 2 mois après avoir été élu, et les électeurs seront à nouveau appelés aux urnes le 17 septembre prochain, scénario inédit dans l'histoire du pays. Les chrétiens du monde célèbrent l'Ascension ce jeudi. Cette fête chrétienne célébrée 40 jours à partir de Pâques. Elle marque la dernière rencontre de Jésus avec ses disciples après sa résurrection, son élévation au ciel. Nos reporters Pierre Dipomelin et Issaïo étaient ce matin à la paroisse Saint-Jacques des Deux Plateaux où les fidèles ont prié pour la paix et la cohésion sociale. Leur reportage complet ce soir dans le 20h. Le jour de l'Ascension, 40 jours après le jour de la résurrection et 10 jours avant la Pentecôte, l'Église célèbre l'élévation du Christ. Jésus entre dans le ciel avec son corps. Dans les différentes paroisses de Bouaké, dans leurs homélies, les célébrants sont revenus sur la vie terrestre de l'enfant Jésus qui s'est donné en sacrifice pour sauver l'humanité. Le témoignage de Soro Corona, RTI Bouaké. L'Ascension célèbre la montée de Jésus-Christ vers son Père 40 jours après sa résurrection. À Bouaké, les fidèles catholiques ont commémoré l'entrée du Sauveur de l'humanité dans la gloire de Dieu. C'est la promesse de Jésus qui monte vers le Père et qui nous donne la plus grande promesse. Les plus bonnes choses viennent avec l'Esprit Saint, qui est le consolateur, qui est la force qui permet aux chrétiens de vivre dans les meilleures dispositions d'esprit. Nous avons confié des intentions à Jésus, il monte vers son Père. Nous nous demandons de porter ces intentions afin que ce jour-là soit vraiment un jour merveilleux pour nous. À la paroisse Saint-Jean-Baptiste d'Avignon-Sous, dans son homélie, le célébrant a montré une autre facette de cette élévation au ciel de Jésus-Christ. Elle symbolise un nouveau mode de présence du Christ qui n'est plus visible dans le monde terrestre, mais demeure présent dans les sacrements. La mort ou bien la vie terrestre n'est pas la fin. Une vie plus belle encore nous attend auprès du Père. Mais aussi nous inviter à prendre nos responsabilités d'hommes parce que Jésus laisse son œuvre entre nos mains. Chacun de nous doit se montrer capable de cette tâche et annoncer cette bonne nouvelle au monde. Le serviteur de Dieu a donc exhorté les chrétiens à demeurer dans la prière en attendant la promesse de Jésus-Christ, celle d'envoyer l'Esprit Saint. Les fidèles ont été invités à vivre la présence du Christ à travers l'Eucharistie qui rappelle le dernier repas de Jésus avant sa mort où il partage le pain et le vin avec ses apôtres. L'Ascension annonce la descente de l'Esprit Saint sur les apôtres et l'humanité le jour de la Pentecôte, 10 jours plus tard. Si les paroisses du monde entier célèbrent l'Ascension, ce ne sera pas le cas cette année pour Notre-Dame de Paris et peut-être pour longtemps encore. Souvenez-vous, au mois d'avril dernier, le monde était en émoi face à l'incendie de la cathédrale, ce haut lieu de prière, symbole de la capitale française, lieu profondément touristique. 6 semaines après le sinistre, nous sommes retournés sur les lieux du drame. Regardez. Paris, France, 4e arrondissement, île de la Cité. Voici la cathédrale Notre-Dame, autrefois majestueuse et fière. Depuis l'incendie qui l'a ravagée le 15 avril dernier, la belle dame a perdu de sa superbe, défigurée. Le point commun aux 2 périodes d'avant et après le sinistre, c'est la présence de touristes. Je viens juste visiter. Je suis un musulman, je ne suis pas un chrétien, mais à la fin, je suis désolé de la catastrophe qui est déjà arrivée quand même à la fin à la cathédrale. Curiosité seulement. Si les touristes et autres curieux s'en mettent plein la vue à cause de l'ampleur des dégâts, les commerces autour de l'édifice, eux, en font les frais. Il y a quelques semaines encore, les commerçants ici se frottaient les mains. Aujourd'hui, ils se tournent les pouces, voyant, impuissants, leurs affaires qui périclitent. Ça marchait très bien, parce que c'est une période de l'année avec Pâques et tout qui
qui marche très fort normalement. Puis là, après l'incendie, au début, les rues étaient bloquées, donc on avait la première semaine, les gens ne pouvaient même pas accéder, les touristes ne pouvaient pas accéder sur l'île. Puis après, que ça a réouvert, il y a beaucoup de monde dans les rues, mais les gens viennent par curiosité voir les dégâts, mais ils ne s'arrêtent pas forcément dans les commerces, quoi. Donc ça a impacté un peu tout. Les commerçants ont tous été impactés. La reprise de l'activité, aujourd'hui on perd 95% de notre chiffre d'affaires. Plus personne ne s'arrête dans notre commerce. C'est valable pour tous les commerces de la rue. Pourront-ils tenir ainsi jusqu'à la reconstruction prochaine de la cathédrale? Non. Là, de vous à moi, malheureusement, je pense qu'on va tous être licenciés. Voilà. Je n'ai pas d'autre chose à vous dire. Simplement, je suis très triste des tournures que prennent ces événements. Notre-Dame, notre drame, pleurent ces commerçants, leur enthousiasme emporté par les flammes et avec elles les caisses de leur business, laissant place à l'unique espérance, désormais leur seule alternative. De retour en Côte d'Ivoire, on va ouvrir le chapitre Ramadan, moment également de prière mais aussi de solidarité. Justement, la ministre Mariatou Koné vient d'offrir 30 tonnes de produits alimentaires aux musulmans de la Bagoué. On suivra cela ce soir dans la correspondance d'Ami Sissoko. Le RHDP n'est pas resté en marge de cet élan de générosité. La section Abidjan-Cocody a offert des kits alimentaires aux musulmans de la commune. Nos reporters Ahmed Traoré et Alexis Ouedraogo ont assisté à la remise de dons pour RTI. Le RHDP, section Cocody, fait don de sucre et autres vivres à ses militants, ainsi qu'à l'ensemble des musulmans de la commune. Une remise symbolique pour aider les fidèles musulmans à faire face aux dépenses du mois de jeûne. La coordination du RHDP de Cocody a estimé qu'en ce mois de carême, il était bon que nous apportions nos dons, n'est-ce pas, pour encourager nos parents musulmans durant ce carême. C'est la raison pour laquelle cette cérémonie a été organisée ici, à notre QG, en présence de la coordination de Cocody avec M. Ngouan Kamatias. Même si c'est un acte symbolique, que les militants de Cocody sachent que le RHDP de Cocody est bien vivant. À travers ce geste, le RHDP section Cocody se veut proche de sa base. C'est pour les responsables le sens de la solidarité. Ils en ont profité pour annoncer la rentrée politique du parti dans la commune les semaines à venir. Voilà qui referme la page religion de ce journal. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale porte à la connaissance des populations vivant en Côte d'Ivoire que le samedi 1er juin 2019, le lendemain de la nuit du destin, est déclaré jour férié et chômé sur toute l'étendue du territoire national. La fête des mères, c'était dimanche dernier, mais la célébration se poursuit encore quelques semaines. Les femmes de l'Assemblée nationale et élues viennent d'être honorées par l'institution. Le président Amadou Soumaoro a tenu à les célébrer pour leur contribution dans le fonctionnement de l'hémicycle. Konaté Moussa, reportage. Elles sont assistantes de direction, chefs de service, responsables techniques, directrices ou encore députées. Ces femmes participent activement aux activités de l'Assemblée nationale. Ces mères sont célébrées par le président Amadou Soumaoro pour leur contribution au rayonnement de l'hémicycle. Les 30 femmes parlementaires, les 59 femmes du personnel administratif et technique en fonction dans notre maison commune se joignent à moi pour saluer à sa juste valeur ce geste d'une grande beauté en notre faveur. Nous savons votre grande détermination à impliquer les femmes dans la gestion quotidienne de notre hémicycle. Le président de l'Assemblée nationale félicitait donc pour ses actions en faveur du bien-être des femmes membres du personnel et élus de l'institution parlementaire. Amadou Soumaoro réaffirme son engagement à faire la promotion du genre féminin. Je ne ménagerai aucun effort pour vous donner la place importante qui est la vôtre dans toutes mes actions, dans tous mes prises de décision, à l'instar de la place privilégiée que son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara, accorde aux femmes. Et je vous exhorte à redoubler d'efforts à travers vos sens aigus de responsabilité et votre sens aigu de la famille. Car ici, à l'Assemblée nationale,
nous sommes une grande famille. C'est dans une ambiance festive que le président de l'Assemblée nationale a communié avec ses collaboratrices. Question de les motiver davantage dans leur effort pour le bon fonctionnement de l'hémicycle. Je vous l'ai dit, la fête des mères, ça se poursuit. Le 26 juin prochain, les femmes élues locales de Côte d'Ivoire seront honorées. C'est une ONG qui en a l'idée et elle l'a dénommée The Mother's Day. Il s'agit d'encourager les femmes à s'intéresser véritablement au développement local. Mamadou Kouassi était au lancement de cette journée dédiée à la femme élue locale. C'était au siège de l'UVIC aussi. Son compte rendu. Certaines sont élues à la tête de leur commune depuis plusieurs décennies. D'autres encore sont membres des conseils municipaux et régionaux depuis plusieurs mandats. Ces femmes élues locales auront désormais une journée qui leur est dédiée. Chaque 14 juin, elles seront mises à l'honneur pour promouvoir ce qu'elles font au quotidien pour le bien-être de leurs administrés à travers le Mother's Day. Il s'agit pour l'initiatrice de cet événement d'encourager les femmes à s'intéresser au développement local afin de relever le taux de femmes à des postes électifs. Toutes ces femmes élues, qu'elles soient maires, qu'elles soient présidentes de région, qu'elles soient sénatrices, qu'elles soient députées. Et la fête des mères, pour nous, est une occasion pour les célébrer, pour leur dire merci pour ce qu'elles sont. Et en plus d'être mères, elles sont mères, génitrices. Cette initiative bénéficie du soutien de la section Côte d'Ivoire du réseau des femmes élues locales d'Afrique, REFELA. Nous nous sommes toutes battues, corps et âme, pour pouvoir être aujourd'hui à la tête des communes. Nous sommes 16 femmes. Ce n'est peut-être pas beaucoup, mais c'est déjà un pas. Parce que la mandature passée, nous étions 11 femmes. L'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVIC aussi, et la RDCI, Assemblée des régions districts de Côte d'Ivoire, s'engagent toutes deux à accompagner ce projet de promotion de la femme élue locale en mettant un point d'honneur sur le genre. On change complètement de sujet. Dans le cadre du programme social du gouvernement, les autorités ont entamé la réhabilitation de 21 000 pompes hydrauliques villageoises sur l'ensemble du territoire national. Une opération qui réjouit les bénéficiaires immédiats. Hier seulement, ce sont les populations de Bribouo, dans le département de Daloa, qui étaient heureuses de recevoir le ministre Tchakba Laurent pour l'inauguration de leurs pompes. Godefroy Okambawa, de retour de Daloa. C'est ici, à quelques kilomètres de Daloa, chef-lieu de la région du Haut-Sassandra, dans ce puits de fortune, que les populations du village de Bribouo se ravitaillent en eau. Source de nombreux cas de maladies, selon les populations. La seule pompe hydraulique du village étant hors service. Tous les jours, c'est comme ça se passe. On n'a pas l'eau ici, on souffre à faire de l'eau là. Souvent même là, ça sèche et puis on attend quelques minutes et puis on ferme et puis on puise encore. Un puits dans la forêt là-bas, là. Souvent c'est là-bas, c'est un puiseux. Mais là-bas aussi, là, la route est tellement vilaine qu'on se débrouille ici. Où on va puiser là-bas, là. Là-bas, il y a côte aussi. Pour les vieilles femmes, on ne peut pas monter les côtes là pour venir pour envoyer l'eau. On vient, on puise un peu une cuvette, l'eau a tari. On ne sait même pas comment on va faire. Désormais, les populations de Bribouo n'auront plus à se soucier de la qualité de l'eau. La pompe hydraulique qui desservait le village en eau potable vient d'être réhabilitée. L'ouvrage est remis en service par Laurent Tchakba, ministre de l'hydraulique, et les populations n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. L'eau a toujours apporté le bien-être aux populations. Ce n'est pas seulement pour la boisson, mais en réalité, c'est parce que l'eau est même source de vie. Vraiment, c'est des choses, c'est des mots qui nous manquent pour remercier en tout cas l'opération de l'heure. Cette action s'inscrit dans le programme social du gouvernement en son volet 8 et vise la réhabilitation de 21 000 pompes à motricité humaine sur l'ensemble du territoire national. Nous venons de lancer le programme social du gouvernement au niveau de la région du Haut-Sassandra, du Gor et de la Marawi. Dans le programme social du gouvernement, il n'y a pas que la réparation des pompes. Il y a d'autres actions que nous allons mener dans les jours à venir, puisque la réparation des pompes, c'est le secteur rural. Mais le secteur périurbain a besoin d'un coup de main. Donc le président de la République a donné des moyens. Nous sommes en train de construire des châteaux d'eau dans la zone périurbaine que nous allons aussi inaugurer. Après la mise en service de l'ouvrage, le comité de gestion est présenté aux autorités ainsi qu'aux populations.
D'ici à 2020, plus de 11 millions de personnes, essentiellement en milieu rural, seront impactées par ce programme, avec la création de 500 emplois permanents et occasionnels. C'était un reportage de Godefroy Okambawa. Bientôt, un complexe agrolaitier verra le jour à Tomodi, au centre de la Côte d'Ivoire. Il devra produire environ 30 millions de litres de lait par an. C'est un projet du ministère des Ressources animales et halieutiques qui a organisé hier à Abidjan une table ronde autour du projet. Il s'agissait de recueillir les manifestations d'intérêt pour le financement des travaux de l'infrastructure. Travaux qui vont coûter 40 milliards de francs CFA. Jean-Luc Bangbo nous en dit plus. La construction d'un complexe agrolaitier à Tomodi vise à renforcer la production locale de lait et de produits laitiers. Ce projet, inscrit dans le portefeuille des projets à réaliser en partenariat public-privé, PPP, est à la recherche d'investisseurs. En Côte d'Ivoire, on importe à hauteur de 83% du lait. Et le projet va permettre de pouvoir réduire cette importation de 10%. Notre vision, c'est de réduire cette dépendance vis-à-vis de l'extérieur et ensuite, comment tendre vers l'autosuffisance et plus tard, pourquoi ne pas exporter que tout ce qui est lait et produits laitiers. Et nous lançons un appel à toutes les personnes disposant de moyens financiers de prendre part à ce jeu, parce que c'est un projet qui va impacter la vie de tous les Ivoiriens. Ce sont 80 millions de dollars, soit un peu plus de 40 milliards de francs CFA, qui sont recherchés pour la construction du complexe agrolaitier de Tomodi. Celui-ci recevra 2500 vaches capables de produire 30 millions de litres de lait, soit 15% de la consommation nationale. Le complexe agro-industriel laitier de Tomodi bénéficie du soutien total du gouvernement, car il permettra de créer plus de 200 emplois directs et 600 emplois indirects et constituera un important pôle de développement dans la région du Bélier. Par le recours au PPP, l'État entend concéder à un privé la conception, le financement et l'exploitation de ce complexe laitier. Cet opérateur pourra bénéficier de l'assistance technique de 2 groupes étrangers, leaders mondiaux dans la création de fermes laitières. Celles-ci ont présenté leur savoir-faire aux participants à la table ronde. Le gouvernement entend désormais aider les élus locaux à une meilleure gestion de leur collectivité. Pour ce faire, sur instruction du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, le directeur général de la décentralisation a mis en mission les directeurs d'administration des collectivités territoriales. Les détails avec Michel Digré. Après les élections locales, place au développement. C'est dans ce cadre que le directeur général de la décentralisation a initié un programme de rencontre avec le personnel d'encadrement mis à la disposition des collectivités territoriales. Il s'est agi de leur livrer les instructions du ministre de l'Intérieur. Le président souhaite que ces mandats locaux qui commencent puissent se gérer dans les principes de transparence. Et vous, représentants de l'État, au niveau des conseils régionaux, vous devez récupérer ces instructions du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité et assurer leur mise en œuvre. Les directeurs généraux d'administration et leurs adjoints ont reçu leur feuille de route. Celle-ci décline une priorité majeure, aider les élus locaux à réussir leur mandat et ce, dans le respect des règles en vigueur. Les documents sont là, les lois sont à votre disposition, les directeurs centraux sont à votre disposition. Nous comptons sur vous pour réussir le mandat qui commence maintenant. Lazare Dagodjaï a insisté sur la disponibilité de ses collaborateurs auprès des élus locaux pour la satisfaction des besoins des populations. Depuis 1982, chaque 18 avril, l'on célèbre la Journée internationale des sites et monuments. Cette année, en Côte d'Ivoire, la journée a été commémorée le 29 mai, hier mercredi à Grand-Bassam. C'était autour du thème « Paysage historique, identité culturelle ». La célébration des sites et monuments a pour objet de susciter une prise de conscience sur la nécessité de préserver le patrimoine culturel ivoirien en tant qu'instrument d'affirmation de l'identité culturelle. Reportage Ouattara Amado Walter depuis Grand-Bassam. Première capitale de la colonie de Côte d'Ivoire de 1893 à 1900. La ville historique de Grand-Bassam est le témoignage de l'histoire de la Côte d'Ivoire sous l'administration coloniale.
Inscrite depuis 2012 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, le riche et diversifié patrimoine immobilier de la ville de Grand Bassam est protégé. Nul ne peut détruire ou modifier une construction et un environnement sans l'accord préalable des autorités. Pour susciter une prise de conscience sur la nécessité de préserver le patrimoine culturel, une journée internationale des sites et monuments a été instituée depuis le 18 avril 1982 par le Conseil international des sites et monuments. Cette journée vient d'être commémorée à Grand Bassam sous le thème « Paysage historique, identité culturelle ». Et en principe, c'est chaque 18 avril. Mais cette année, par contrainte de calendrier, nous avons décidé de décaler. Donc c'est une opportunité pour nous de valoriser notre site et attirer l'attention surtout des populations sur la fragilité de notre patrimoine. Cette troisième édition a été rehaussée par la participation de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne en Côte d'Ivoire, ici aux côtés du représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie. La ville historique de Grand Bassam, inscrite sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette inscription était l'expression d'une volonté politique de tout le gouvernement ivoirien, avec à sa tête son Excellence le Président de la République, Alassane Ouattara. Il devient donc impérieux de protéger les sites et monuments car ils constituent un lien entre le passé et l'avenir. Conférences, prestations de troupes artistiques, visite des expositions des photographies des bâtiments historiques rénovés, des temps forts de cette commémoration. Le Musée des civilisations de Côte d'Ivoire est depuis l'année dernière membre du Museum Week, la semaine du musée. C'est une plateforme qui permet à l'établissement d'être vu par plus de 5000 musées sœurs, musées frères à travers le monde. À l'occasion de la 6e édition, des journées portes ouvertes ont été organisées pour célébrer la femme entreprenante, qu'elle soit connue ou pas du tout. Dans tous les cas, elle mérite plus de visibilité. Le reportage de Théodore Zouzou dans un récit de Franck Quadio. Le musée des civilisations, loin de son calme habituel, la raison dans la salle de réception. Le monde de l'artisanat féminin est célébré. Nous sommes à la première journée porte ouverte dédiée à la femme, et cela au cours de la 6e édition de la semaine du musée Museum Week. Thème choisi, les femmes dans la culture, hier, aujourd'hui et demain. La vocation première du musée étant de sauvegarder les valeurs d'une société, les réalisations et autres créations contemporaines dont les femmes sont artisanes, nous amènent à terme à créer une banque de données des figures féminines marquantes du pays pour les besoins d'études de l'histoire. Nous voulons vous immortaliser. Cette initiative des autorités du musée et de celle de l'INSAC acquiert l'adhésion du gouvernement. Ce secteur permet à la fois d'assurer la promotion du genre et l'autonomisation de la femme. C'est donc à juste titre que le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant soutient toutes les initiatives qui incitent à la création, à la commercialisation, à la promotion de toutes ces œuvres, parce qu'en définitive, ce sont les familles qui en tirent un grand profit. Le musée des civilisations, lieu de mémoire, symbolique de valorisation du potentiel créatif humain, creuset de notre histoire, fait partie de la plateforme numérique dénommée Museum Week, lui permettant d'être visible par 5000 musées dans le monde, ce qui réjouit les femmes à l'honneur, sujettes encore à de nombreuses difficultés. Les femmes sont courageuses, elles ont envie de se battre, mais si on est incompris, qu'est-ce qu'on peut faire? Nous interpellons les autorités de nous permettre d'avoir un centre incubateur avec les équipements qu'il faut, parce que nous faisons tout ça à la main. Cette journée porte ouverte, une occasion pour les femmes artisans du vivrier d'exposer des œuvres, fruits de leur savoir-faire, mais aussi de nouer des contacts. Voici un peintre dont n'importe quel musée serait fier d'exposer les œuvres. Jacob Bleu, vous connaissez peut-être. Sinon, le peintre est un artiste hors pair. Deux notions d'ailleurs viennent de l'inspirer, paix et cohésion sociale. À travers elle, Jacob Bleu veut sensibiliser davantage les populations. Il expose actuellement même une trentaine d'œuvres d'art qui font prendre conscience. Et Saïo nous y amène maintenant. Le bleu, le blanc, le jaune, le noir, des couleurs utilisées pour sensibiliser la population sur la notion de paix et de cohésion. À travers son pinceau, Jacob Bleu, artiste peintre avant-gardiste, demande aux Ivoiriens de cultiver l'amour et le vivre ensemble à un an de l'élection présidentielle de 2020.
Nous voulons, en tant qu'artistes, interpeller les uns et les autres, sensibiliser tout le monde à la paix, à la réconciliation et surtout à la cohésion sociale parce que nous en avons besoin. Et cela est très important. Donc vous avez dans les toiles ici des couleurs assez paisibles, des couleurs qui ne choquent pas, des couleurs qui peuvent permettre aux gens d'espérer, de se retrouver avec beaucoup de joie au cœur et beaucoup de simplicité. Une quarantaine de tableaux d'art exposés. Des tableaux qui interpellent visiteurs et personnalités. Avec cette nouvelle collection de tableaux qui parlent de paix, on sent qu'il a mis vraiment son âme dedans parce que les tableaux sont vraiment bien faits. Les couleurs, le mélange des couleurs qu'on voit ce soir, c'est juste extraordinaire, c'est vraiment incroyable. En tant que femme de la paix, femme politique, il est de mon devoir d'accompagner le jeune frère qui fait quand même sa preuve au niveau national et international. Il faut dire que Jacob lui-même, c'est un homme talentueux, il fait la fierté de la Côte d'Ivoire et à travers ses œuvres, surtout le thème principal qu'il a choisi cette année, les couleurs de la paix, nous invite à nous projeter vers 2020 et avec le regard dans le passé parce que ce que nous avons vécu en Côte d'Ivoire et nous invite vraiment à aller à la paix. L'exposition Les couleurs de la paix qui a démarré le 15 mai dernier pendant fin le 30 mai au plateau. On va parler football. Ibrahim Kamara, sélectionneur de la Côte d'Ivoire, a convoqué hier 27 joueurs pour le premier stage de préparation des éléphants à la CAN 2019. Les éléphants seront en stage en région parisienne et affronteront les Comores en match amical le 7 juin dans le nord de la France. Ensuite, ils s'envoleront pour Abu Dhabi aux Émirats arabes unis, lieu de leur second stage. 4 gardiens de but. Sylvain Bourou, Badra Ali, Tapeira, Sissé Karim. 8 défenseurs. Serge Aurier, Bakayoko Mamad, Ronlo Koulibaly, Bamba Abdoulaye, Traoré Ismaël, Canon Wilfried, Deli Simon, Komara Chek. 7 milieux de terrain. Kessier Franck, Sérédier, Bamen Jean-Philippe, Séri Michael, Sangare Ibrahim, Angban Victorien et Demandé Ismaël. Et 8 attaquants. Jonathan Kodja, Mas Gradel, Nicolas Pepe, Zaha Wilfried, Mas Cornet, Roger Assalé, Johan Boli, Bonnie Wilfried. 27 joueurs et quelques surprises, notamment le retour de Bonnie Wilfried qui viendra apporter son expérience et son vécu de champion d'Afrique aux jeunes attaquants qui joueront pour la plupart leur première CAN. Kamara Ibrahim a également profité de cette conférence de presse pour clarifier la non-sélection de Yao Kwasi Gervais, dit Gervinho. J'avoue que mon choix a été difficile. Mais au risque de me répéter, je vous ai déjà dit que je ne peux pas empiler des joueurs de même profil. Les éléphants se retrouveront dès le 31 mai en France pour le début de leur stage de rassemblement et de préparation avant de s'envoler pour les Émirats arabes unis le 10 juin où ils vont clôturer leur stage le 19 juin. 3 matchs amicaux sont prévus lors de ce stage de préparation. Et vivement qu'il nous ramène cette dame coupe. L'Airbus qui doit ramener à Kinshasa la dépouille d'Étienne Tshisekedi a décollé de l'aéroport de Zaventem en Belgique. Le vol, qui devait initialement transporter le corps de l'opposant historique congolais dans la nuit de mercredi à jeudi, avait été reporté en raison de problèmes logistiques. Kinshasa était fin prête. Les abords du stade des Martyrs où doivent se dérouler l'essentiel des cérémonies avaient été nettoyés et cette journée de jeudi avait même été déclarée chômée mais payée à Kinshasa par les autorités. Après 6 semaines de consultation, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou n'est finalement pas arrivé à se constituer une majorité parlementaire. Les députés israéliens ont décidé hier mercredi 29 mai au soir de dissoudre le Parlement, ouvrant la voie à l'organisation de nouvelles élections anticipées le 17 septembre prochain. Et c'est la fin de ce journal. Le prochain, c'est à 20h avec Marie-Laure Ongoran. Je vous dis à demain 13h, ici même sur la chaîne qui rassemble. Mais d'ici là, bonne fête de l'Ascension à tous les chrétiens de Côte d'Ivoire et du monde.